Martin Eden de Jack London. Chapitre 1. Arthur ouvrit la porte avec son passe-partout et entra, suivi d'un jeune homme qui se découvrit d'un geste gauche. Il portait de grossiers vêtements de marin qui détonnaient singulièrement dans ce hall grandiose. Sa casquette l'embarrassant beaucoup, il allait la glisser dans sa poche quand Arthur la lui enleva des mains. Ce geste fut si naturel que le jeune homme intimidé en apprécia l'intention. « Il comprend, » se dit-il. « Il va m'aider à m'en tirer. » Il marchait sur les talons de l'autre, en roulant des épaules, et ses jambes s'arc-boutaient malgré lui sur le parquet, comme pour résister à un roulis imaginaire. Les grands appartements semblaient trop étroits pour sa démarche, et il mourait de peur que ses larges épaules n'entrent en collision avec l'encadrement des portes ou avec les bibelots des étagères. Il s'écartait brusquement d'un objet pour en fuir un autre, et s'exagérait les périls qui en réalité n'existaient que dans son imagination. Entre le piano à queue et la grande table centrale, sur laquelle d'innombrables livres s'empilaient, une demi-douzaine de personnes auraient pu marcher de front. Cependant, il ne s'y risqua qu'avec angoisse. Il ne savait que faire de ses mains ni de ses bras qui pendaient lourdement à ses côtés, et, quand son esprit terrifié lui suggéra la possibilité de frôler du coude les livres de la table, il fit un brusque écart qui faillit lui faire renverser le tabouret du piano. L'allure aisée d'Arthur le frappa et, pour la première fois, il se rendit compte que la sienne différait de celle des autres hommes. Une petite honte le mordit au cœur. Il s'arrêta pour éponger son front où la sueur perlait. « Un instant, Arthur, mon vieux, » dit-il, en essayant de masquer son angoisse. « Vrai, c'est trop à la fois pour moi. Donnez-moi le temps de me remettre. Vous savez que je ne voulais pas venir, et je suppose que votre famille ne mourrait pas d'envie de me voir. »« Ça va bien, » répondit Arthur d'une voix rassurante. « N'ayez pas peur. Nous sommes de braves gens tout simples. Tiens, une lettre pour moi. » Arthur vint à la table, déchira l'enveloppe et se mit à lire, donnant ainsi à l'étranger le temps de se ressaisir. Et l'étranger comprit, et lui en sut gré. Cette compréhensive sympathie le mit à l'aise. Il épongea de nouveau son front moite et lança de furtifs regards autour de lui. Son visage avait repris son calme, mais ses yeux avaient l'expression des animaux sauvages pris au piège. Il était environné de mystère, plein d'appréhension de l'inconnu, sans savoir ce qu'il devait faire. Conscient de sa gaucherie, il craignait que tout en lui ne soit également déplaisant. Il était sensitif à l'excès, toujours sur ses gardes, et les coups d'œil amusés que l'autre lui lançait furtivement par-dessus la lettre le piquaient comme autant de coups d'épingle. Mais il ne bronchait pas, car, parmi les choses qu'il avait apprises, il y avait la discipline de soi. Puis, ces coups d'épingle atteignirent son orgueil. Tout en maudissant l'idée qu'il avait eue de venir, il résolut de supporter l'épreuve, coûte que coûte. Les traits de son visage durcirent, et dans ses yeux s'alluma une lueur combative. Il regarda autour de lui plus librement, observant tout avec acuité et chaque détail du bel intérieur se grava dans son esprit. Rien n'échappa au champ visuel de ses yeux largement ouverts. Devant tant de beauté, leur éclat combatif s'éteignit et fut remplacé par une chaude lueur, car il était sensible à la beauté. Un tableau accrocha son regard et le retint. Il représentait un rocher assailli par une mer en furie, des nuages de tempête couvraient le ciel bas, par-delà la barre, toute mâture serrée et donnant tellement de la bande que chaque détail du pont apparaissait, un schooner se détachait sur un coucher de soleil dramatique. C'était une belle chose, et elle l'attira irrésistiblement. Il oublia ses démarches maladroites, s'approcha davantage du tableau, et toute beauté disparut de la toile. Ahuri, il observa ce qui lui semblait à présent un barbouillage quelconque, puis recula. Et la magique splendeur reparut. « C'est un trompe-l'œil, » se dit-il, et il n'y pensa plus. Pourtant, il ressentit un peu d'indignation. En effet, comment tant de beauté pouvait-elle être sacrifiée à un trompe-l'œil ?
Il n'y connaissait pas grand-chose en peinture. Son éducation artistique s'était faite sur des chromos ou des lithographies, dont les contours, nets et définis, étaient les mêmes vus de près ou de loin. Il est vrai qu'il avait vu des peintures à l'huile à la devanture des boutiques, mais les glaces l'avaient empêché d'approcher d'assez près. Il lança un regard vers son ami, qui lisait toujours sa lettre, et vit les livres sur la table. Dans ses yeux s'alluma une convoitise ardente, semblable à celle d'un homme mourant de faim à la vue d'un morceau de pain. Une enjambée l'amena à la table, où il se mit à manipuler les livres. D'un regard caressant, il passa en revue les titres et les noms des auteurs. Par-ci, par-là, il lut certains passages et soudain reconnut un livre qu'il avait lu autrefois. Puis il tomba sur un volume de Swinburne, qu'il se mit à lire attentivement, sans plus penser à l'endroit où il se trouvait. Son visage rayonnait. À 2 reprises, il retourna le volume pour voir le nom de l'auteur. Swinburne. Il n'oublierait pas ce nom-là. Cet homme savait voir. Quel sentiment de la couleur, quelle lumière. Mais qui était ce Swinburne? Était-il mort depuis des siècles, comme tant de poètes? Ou bien vivait-il? Écrivait-il encore? Il retourna au titre. Oui, il avait écrit d'autres livres. Eh bien, dès le lendemain matin, à la bibliothèque gratuite, il tâcherait de mettre la main sur un ouvrage de ce type-là. Puis il se replongea dans le texte et s'y oublia, si bien qu'il ne remarqua pas qu'une jeune femme était entrée. Il ne le sut qu'en entendant la voix d'Arthur qui disait « Ruth, voilà monsieur Eden ». Son doigt marquait encore la page du livre refermé et, avant même de se retourner, il tressaillit, moins peut-être à l'apparition de la jeune fille qu'aux paroles prononcées par son frère. Ce corps d'athlète cachait une sensibilité extraordinairement développée. Au moindre choc, ses pensées, ses sympathies, ses émotions s'élançaient, bondissantes comme des flammes vives. Étonnamment réceptif, il avait son imagination toujours en éveil qui travaillait sans cesse à établir les rapports entre les causes et les effets. Monsieur Eden. Ces mots l'avaient frappé, lui que toute sa vie on avait appelé Eden, ou Martin Eden, ou Martin tout court. Monsieur. Quelle chose incongrue. Dans son cerveau changé en une vaste chambre noire, défilèrent d'innombrables tableaux de sa vie, chambres de chauffe et gaillards d'avant, campements et rivages, prisons et tavernes, hôpitaux et ruelles sordides, dont l'association se faisait lorsqu'il songeait à la façon dont son nom avait été prononcé dans ces divers endroits. Puis il se retourna et vit la jeune fille. Les fantasmagories de son cerveau disparurent. C'était une créature éthérée, pâle, auréolée de cheveux d'or, aux grands yeux bleus, immatériels. Il ne vit pas comme elle était vêtue, il vit seulement que sa robe était aussi merveilleuse qu'elle. Et il la compara à une fleur d'or pâle sur une tige fragile. Non, c'était un esprit, une divinité, une idole. Une aussi sublime beauté n'appartenait pas à la terre. Ou bien les livres avaient raison et il y en avait beaucoup comme elle, dans les sphères supérieures de la vie. Swinburne aurait pu la chanter. Peut-être pensait-il à un être semblable quand il écrivit son Iseult. Une surabondance de visions, de sentiments, de pensées l'assaillit à la fois. Il la vit tendre le bras et elle le regarda droit dans les yeux en lui donnant une franche poignée de main comme un homme. Les femmes qu'il avait connues ne donnaient pas la main ainsi. Par le fait, la plupart ne la donnaient pas du tout. Un flot de souvenirs l'envahit, mais il les chassa au loin et la regarda. Jamais il n'avait vu de femme semblable. Quand il songeait à toutes celles qu'il avait connues, pendant une seconde qui lui parut éternelle, il se figura être transporté au milieu d'une galerie de portraits. Au centre trônait l'image de Ruth, et toutes devaient subir l'épreuve de la comparaison. Il vit les chlorotiques visages des ouvrières d'usine et les filles niaises et bruyantes de South Market, les gardiennes de bétail des ranchs et les femmes basanées du vieux Mexico qui fumaient leur éternelle cigarette. Les japonaises les remplacèrent, de vraies poupées trottinant sur leurs socs de bois, puis les eurasiennes,
aux traits délicats et dégénérés, et les filles des mers du Sud, couronnées de fleurs au beau corps brun. Puis tout cela fut effacé par un fourmillement de cauchemars grotesques et terribles, et ce furent les abjectes créatures du trottoir de Whitechapel, traînant leurs savates, les mégères bouffies de gin des mauvais lieux, et la foule diabolique de ces harpies à la parole ordurière qui jouent le rôle de femelles auprès des matelots, proie facile, et qui sont la raclure des porcs et la lie de la plus basse humanité. « Vous ne voulez pas vous asseoir, monsieur Eden ?» dit la jeune fille. « Je désirais vous voir depuis qu'Arthur nous a tant parlé de vous. Comme vous avez été courageux !» Il fit un geste de dénégation et murmura qu'il n'avait rien fait du tout, et que n'importe qui aurait agi de même. Elle remarqua que ses deux mains étaient couvertes d'abrasions non guéries encore, qu'une cicatrice barrait sa joue, une autre sur le front se perdait dans les cheveux, une troisième disparaissait à demi sous le col empesé. Elle réprima un sourire à la vue de la raie rouge produite par le frottement du col contre le cou bronzé. Évidemment, il n'avait pas l'habitude de porter des cols durs. Son œil féminin enregistra également les vêtements bon marché, mal coupés, les faux plis du veston et ceux des manches qui cachaient mal les biceps saillants. Tout en protestant qu'il n'avait rien fait du tout, il obéissait à son invitation et se dirigea gauchement vers une chaise en face d'elle. Avec quelle aisance elle s'asseyait. Ce lui était une impression nouvelle. De toute son existence, il ne s'était jamais demandé s'il était désinvolte ou gauche. Il s'assit soigneusement sur le bord de sa chaise, très embarrassé de ses mains. Partout où il les mettait, elles étaient gênantes. Arthur quitta la pièce et Martin Eden le suivit d'un regard d'envie. Il se sentait perdu, tout seul dans ce salon, avec cette femme esprit. Il n'y avait, hélas, pas le moindre barman à qui demander des boissons, pas de petit groom à envoyer au coin de la rue acheter une bouteille de bière, afin d'établir d'emblée un courant de sympathie. « Quelle cicatrice vous avez au cou, monsieur Eden ?» dit la jeune fille. « Comment ça vous est-il arrivé ?»« Dans une aventure, j'en suis sûre. »« Un Mexicain, avec son couteau, mademoiselle, » répondit-il. Il passa sa langue sur ses lèvres sèches, et tout ça pour s'éclaircir la voix. « Dans une bagarre. Quand je lui ai enlevé son couteau, il a essayé de m'arracher le nez avec ses dents. » C'était mal dit, mais devant ses yeux passa la vision somptueuse de cette chaude nuit étoilée à Salina Cruz. La longue plage blanche, les lumières des steamers chargés de sucre, amarrés au port, les voix des matelots ivres dans le lointain, la bousculade des stevedores, la lueur féline des yeux des Mexicains, et soudain la morsure de l'acier à son cou, le ruissellement du sang, la foule et les cris. Les deux corps, le sien et celui du Mexicain, enlacés, roulant dans le sable qui volait et, venant d'on ne savait où, le mélodieux tintement d'une guitare. Tel était le tableau, et il vibra en évoquant ce souvenir. L'artiste qui avait peint le schooner, là-bas sur le mur, saurait-il aussi peindre ça? Il pensa que la plage blanche, les étoiles, les lumières des steamers seraient superbes et aussi, sur le sable, le groupe sombre entourant les combattants. Le couteau également ferait bien. Il brillerait dans un éclair, sous la lumière des étoiles. Mais de tout cela, rien ne transparut dans ses paroles. « Il a essayé de m'arracher le nez avec ses dents, » conclut-il. « Oh !» fit la jeune fille d'une voix faible. Il remarqua la contraction de ses traits délicats. Lui-même ressentit un choc. Une rougeur d'embarras envahit ses joues hâlées, son visage brûla comme s'il avait été exposé à la fournaise de la chaufferie. Évidemment, des rixes au couteau n'étaient pas des sujets de conversation pour une dame. C'était trop sordide. Dans ce monde-là, les gens dont parlent les livres n'abordent pas de sujets semblables. Peut-être même les ignorent-ils? La conversation qu'il s'efforçait de faire démarrer subit un petit arrêt. Puis elle le questionna sur la cicatrice de sa joue. Il se rendit compte qu'elle faisait un effort pour se mettre à son niveau. « Je veux me mettre au sien », décida-t-il en pensée. « Ce n'est qu'un accident »,
dit-il en désignant sa joue. Une nuit, par grosse mer, le bout dehors du grand mât a été arraché et aussi le palan. Le bout dehors était en fil d'acier et il se tortillait en l'air comme un serpent. Tous les hommes de garde tâchaient de l'attraper. Alors je me suis jetée dessus et je me suis esquintée. « Oh !» dit-elle, cette fois avec un accent de compréhension, mais, dans le fond, son explication était de l'hébreu pour elle, et elle se demandait ce que pouvait être un bout dehors. Ce poète, Swinburne, reprit-il, suivant son idée. Il y a longtemps qu'il est mort ? Non, je ne l'ai pas entendu dire. Elle le regarda avec curiosité. Où avez-vous fait sa connaissance ? Moi ? Je ne sais même pas comment il est fait. Mais avant que vous n'entriez, je venais de lire quelques vers de lui, dans ce livre, là, sur la table. Vous aimez la poésie ? Alors elle se mit à parler, avec vivacité et naturel, sur le sujet qu'il avait lancé. Il se sentit mieux et s'enfonça un peu plus dans son siège auquel il s'agrippait des deux mains, de peur qu'il ne se dérobe sous lui. Enfin, il était parvenu à la faire parler et, pendant qu'elle bavardait, il tâchait de la suivre. Il s'émerveillait de toute la science emmagasinée dans cette jolie tête et s'imprégnait de la pâle beauté de son visage. Il arrivait à la suivre, mais était gêné par les locutions inconnues qu'elle employait, par ses critiques et par le processus de sa pensée, toutes choses qui lui étaient étrangères, mais qui cependant stimulaient son esprit et le faisaient vibrer. C'est ça, la vie intellectuelle, se disait-il, la beauté intense et merveilleuse. Il s'oublia et la dévora des yeux. Vivre pour une femme pareille. Pour la gagner, pour la conquérir, et mourir pour elle. Les livres avaient raison, de telles femmes existaient. Elle en était une. Elle donnait des ailes à son imagination, et de grandes toiles lumineuses se déployaient devant lui, tissées de vagues et gigantesques silhouettes d'amour, de poésie et de gestes héroïques accomplis pour une femme pâle comme une fleur d'or. Et, à travers la vision miroitante, palpitante, comme à travers un mirage féerique, il regardait avidement la femme réelle, assise auprès de lui, qui parlait de littérature et d'art. Il la regardait fiévreusement, sans se rendre compte de la fixité de son regard et du fait que toute la masculinité de sa nature luisait dans ses yeux. Mais elle, qui savait peu de choses des hommes, sentait la brûlure de ce regard. Jamais aucun homme ne l'avait dévisagée de cette manière, et cela la troubla. Gênée, elle s'interrompit au milieu d'une phrase. Le fil de ses idées était coupé net. Il l'effrayait, et en même temps, elle trouvait agréable d'être regardée ainsi. Son éducation l'avertissait d'un danger et d'une tentation mauvaise, subtile, mystérieuse. D'autre part, parcourant tout son être, son instinct l'induisait à rejeter l'esprit de caste et à séduire cet habitant d'un autre monde, ce rude jeune homme aux mains abîmées, au cou marqué à vif par le frottement inaccoutumé d'un faux col et qui, trop évidemment, était souillé, dégradé par une pénible existence. Elle était pure, et son sens de la propreté morale se révoltait, mais elle était femme, et elle commençait à apprendre les paradoxes de la femme. Comme je vous le disais, mais que vous disais-je donc ? Elle s'arrêta court et rit de son étourderie. Vous disiez que cet homme, Swinburne, n'a pas été un grand poète parce que... Et vous n'êtes pas allée plus loin, mademoiselle, dit-il avec empressement. Il se sentit tout à coup une sorte de faim et de délicieux petits frissons montaient et descendaient le long de son épine dorsale en écoutant le son de son rire. Comme en argent, se dit-il, comme un carillon de sonnettes d'argent. Et à l'instant, et pour un instant seulement, il se sentit transporté dans un pays lointain où, sous des cerisiers en fleurs, il fumait une cigarette en écoutant les clochettes d'une pagode pointue appelant à la prière les fidèles aux sandales de raffia. « Oui, merci, dit-elle. Swinburne nous déçoit, en somme, parce que, mon Dieu,
il manque de délicatesse. Beaucoup de ses poèmes ne devraient même pas être lus. Un vraiment grand poète n'écrit pas une ligne qui ne soit pleine de vérité et ne s'adresse à tout ce qui est noble et pur en vous. On ne devrait pouvoir supprimer aucune ligne d'un grand poète sans occasionner une irréparable perte pour le patrimoine commun. Ça m'a paru beau, dit-il en hésitant, le peu que j'en ai lu. Je ne me doutais pas que c'était un individu aussi peu recommandable. Je suppose que ça ressort mieux dans ses autres livres. Dans le volume que vous lisiez, il y a bien des choses qui auraient pu être évitées, dit-elle d'une voix nette, dogmatique. Je dois les avoir manquées, affirma-t-il. Ce que j'ai lu était épatant. C'était lumineux, brillant, et ça m'a traversé, ça m'a chauffé comme le soleil et éclairé comme un projecteur. Voilà l'effet que ça m'a fait. Mais il se peut bien que je ne connaisse pas grand-chose à la poésie, mademoiselle. Il s'arrêta, car il était gêné. Il était confus, terriblement conscient de son inaptitude à s'exprimer. Il sentait la grandeur, l'intensité de ce qu'il avait lu, mais les mots n'obéissaient pas à sa pensée. Il ne pouvait décrire ce qu'il ressentait et se compara lui-même à un matelot perdu par une nuit sombre sur une mer inconnue et manœuvrant à l'aveuglette. Eh bien, décida-t-il, c'était à lui de s'habituer à ce nouveau monde. Il n'y avait rien dont il ne fût venu à bout quand il le voulait, et il était temps d'apprendre à dire ce qu'il sentait en lui, pour qu'elle le comprenne. Elle remplissait déjà tout son horizon. Parlons à présent de Longfellow, dit-elle. Oui, j'ai lu, interrompit-il vivement, désireux de faire valoir son petit bagage littéraire et de lui montrer qu'il n'était pas absolument un imbécile. Le psaume de la vie, Excelsior, et je crois que c'est tout. Elle hocha la tête, sourit, et il sentit que son sourire était condescendant, plein de pitié. Il était idiot d'essayer de se faire valoir sur ce sujet. Ce Longfellow devait avoir écrit quantité d'autres choses. Excusez-moi, mademoiselle, de parler à tort et à travers. En réalité, je ne connais pas grand-chose dans ce domaine. Ce n'est pas de mon bord, mais je vais m'arranger pour que ça le devienne. Ça sonna comme une menace. Sa voix était résolue, ses yeux lançaient des éclairs, ses traits s'étaient durcis. Elle vit que ses mâchoires se crispaient. Les angles en étaient devenus agressifs. Au même moment, une virilité intense parut émaner de lui, ce qui la troubla. « Je crois que vous pourriez y arriver, » conclut-elle en riant. « Vous êtes très fort. » Un instant, son regard fixa la nuque de taureau puissamment musclée, bronzée par le soleil, impressionnante de santé et de force. Et bien qu'il se tînt assis humblement, rougissant de nouveau, elle se sentit attirée vers lui. Une pensée folle lui traversa l'esprit. Il lui sembla qu'en mettant ses deux mains sur cette nuque, toute cette force et cette santé passeraient en elle. Et cette pensée la choqua, car elle lui parut révéler une dépravation insoupçonnée de sa nature. Car jusqu'à ce jour, la force physique lui était apparue comme une chose brutale et vulgaire. Son idéal de beauté masculine avait toujours été tout de grâce et de finesse. Cependant, le même désir étrange persistait. Cela l'affolait de penser qu'elle pouvait avoir envie de poser ses mains sur ce cou hâlé. En vérité, elle ne se rendait pas compte que c'était son instinct qui la poussait à puiser la force dont son faible organisme manquait. Elle savait simplement que jamais aucun homme ne l'avait impressionnée comme celui-ci, qui pourtant la choquait à tout moment avec son langage impossible. « Oui, je ne suis pas un infirme, dit-il. Quand il le faut, je peux digérer des cailloux. Mais pour le moment, j'ai de la dyspepsie. La plus grande partie de ce que vous venez de dire, je n'ai pas pu le piger. Je ne me suis pas entraîné, vous comprenez. J'aime les livres et la poésie, et chaque fois que j'avais le temps, je lisais. Mais ça ne m'a jamais fait réfléchir comme vous. Voilà pourquoi je ne peux pas en parler. Je suis comme un navigateur à la dérive, sur une mer inconnue, sans carte ni boussole. Maintenant, je veux faire le point. Peut-être pourrez-vous m'aider ? Comment avez-vous appris tout ce que vous m'avez dit là ?
À l'école, évidemment. Et en travaillant. J'ai été à l'école quand j'étais gosse. Oui, mais je veux dire l'école secondaire, et les cours et l'université. Vous avez été à l'université? Il était confondu d'étonnement. Elle lui semblait s'être éloignée de lui d'1 million de lieues, au moins. J'y vais toujours. Je suis les cours supérieurs de littérature anglaise. Il ignorait ce qu'elle voulait dire par là, mais se contenta de noter mentalement cette nouvelle preuve d'ignorance et passa outre. Combien de temps faudrait-il travailler avant d'entrer à l'université? Questionna-t-il. Elle lui adressa un rayonnant sourire d'encouragement et répondit. Ça dépend des études que vous avez faites jusqu'à présent. Vous n'avez jamais été au lycée? Non, naturellement. Mais avez-vous terminé l'école élémentaire? Il me restait 2 ans à faire quand j'ai quitté, dit-il. Mais j'ai toujours été convenablement noté à l'école, se hâta-t-il d'ajouter. Et aussitôt furieux de s'être ainsi vanté, il serra le bras du fauteuil si violemment qu'il ressentit des fourmillements au bout de ses doigts. Au même moment, il s'aperçut qu'une femme entrait dans la pièce. La jeune fille se leva et courut à elle. Il pensa que ce devait être sa mère. C'était une grande femme blonde, mince, majestueuse, magnifique. Il se réjouit à regarder la ligne harmonieuse de sa robe, qui lui rappela des femmes qu'il avait vues sur la scène. Puis, il se souvint d'avoir aperçu de grandes dames, habillées de la même façon, qui entraient au théâtre, à Londres, tandis qu'il regardait et qu'un sergent de ville le repoussait en dehors de la marquise, sous la pluie. D'un bond, son imagination le transporta, ensuite, à Yokohama, où, sur la promenade, il avait également rencontré de grandes dames. Comme dans un kaléidoscope, le port et la ville de Yokohama défilèrent devant ses yeux. Mais il chassa vite cette vision, oppressée par les exigences de la réalité. Il savait qu'il lui fallait être présenté. Il quitta donc péniblement son siège, avec son pantalon qui faisait des poches aux genoux, ses bras ballants et son visage contracté par l'épreuve qui l'attendait. Chapitre 2. Se rendre dans la salle à manger fut une opération cauchemardesque. Il lui sembla qu'il n'y arriverait jamais. Et il n'y parvint qu'avec des haltes soudaines et des trébuchements, des saccades et des embardées. Mais enfin il l'atteignit et se trouva assis à côté d'elle. Le déploiement de couteaux et de fourchettes l'effraya et lui parut hérissé d'embûches. Il les regarda fasciné, si bien que leur miroitement devint le fond sur lequel se mouvait une succession d'images. Il se revit dans l'entrepont d'un chourineur. Lui et ses compagnons mangeaient du bœuf salé avec leurs doigts et des couteaux à cran d'arrêt, ou puisaient avec des cuillères de fer toutes bosselées une épaisse soupe au pois dans de grossières gamelles. La puanteur du mauvais bœuf emplissait ses narines, tandis qu'il entendait, accompagnant le crissement des membrures et le gémissement des cloisons étanches, les bruyants claquements des mâchoires. En regardant ses compagnons, il estimait qu'ils mangeaient comme des cochons. Mais ici, il ferait attention de ne pas faire de bruit, et toute sa volonté se tendrait vers ce but. Son regard fit le tour de la table. Arthur et Norman étaient en face de lui. C'étaient ses frères, à elle. Son cœur eut un chaleureux élan vers eux. Comme cette famille était unie. Il revit la jeune fille courant au-devant de sa mère, leurs baisers, le tableau qu'elles faisaient toutes deux en s'avançant, les bras entrelacés. De pareils témoignages d'affection entre enfants et parents n'existaient pas dans son milieu. C'était une révélation des choses auxquelles pouvait prétendre ce monde supérieur, et il en fut ébloui. Par sympathie, son cœur fondit de tendresse. Toute sa vie, il avait été affamé d'amour, mais il avait dû s'en passer et s'était endurci à la tâche. Il avait ignoré que l'amour lui était nécessaire et l'ignorait encore, mais il en voyait les manifestations qui l'émouvaient profondément. Monsieur Morse n'était pas là, heureusement. Il était déjà suffisamment ardu de causer avec elle et sa mère et son frère Norman. Arthur, il le connaissait déjà un peu. De sa vie, il n'avait peiné aussi durement, lui sembla-t-il.
Les travaux les plus pénibles n'étaient que des jeux d'enfants comparés à cette épreuve. Sur son front perlaient de minuscules gouttes de sueur et sa chemise était trempée par tant d'exercices inaccoutumés. Il lui fallait manger d'une façon inhabituelle, se servir d'étranges ustensiles, regarder subrepticement autour de lui pour savoir comment accomplir chaque nouveau rite. De plus, recevoir le flot d'impressions neuves qui l'inondait, les noter, les classer. Le plus dur, peut-être, était de réfréner cet élan vers elle qui le tenaillait sous la forme d'une inquiétude sourde et douloureuse, d'un désir torturant de l'approcher, de cheminer sur la même route qu'elle. Mais comment diminuer l'effroyable distance qui les séparait ? Il lui fallait aussi, furtivement, guetter les autres, pour choisir le couteau ou la fourchette qu'il convenait de prendre pour tel ou tel plat, enregistrer les traits de cette personne, les évaluer et les comparer à ceux de la femme esprit. Puis, il lui fallait parler, écouter et répondre au bon moment, en se surveillant sévèrement, lui qui était habitué à un si grand relâchement de langage. Et, pour ajouter encore à son embarras, il y avait l'incessante menace du maître d'hôtel, terrible sphinx qui apparaissait silencieusement par-dessus son épaule et parlait par énigme qu'il s'agissait de résoudre immédiatement. Tout le temps du repas, il fut oppressé par l'idée des rince-doigts. Leur spectre ne cessait de le hanter. Quand viendrait-il et à quoi pouvait-il bien ressembler ? Dans quelques minutes, peut-être serait-il là, et lui, Martin Eden, assis à la même table que les surhommes qui en faisaient usage, s'en servirait comme eux. Enfin, dominant tout, revenait l'angoissant problème. Quelle attitude adopter ? Tantôt, lâchement, il décidait de jouer un rôle, tantôt, plus lâchement encore, il se disait qu'il n'y réussirait pas, qu'il n'était pas fait pour le mensonge et qu'il se rendrait ridicule. Au début du dîner, il fut très silencieux, tant était grande la tension de tout son être. Il ignorait que son silence donnait un démenti à Arthur, qui la veille leur avait annoncé qu'il allait amener un sauvage à dîner, mais qu'il ne faudrait pas s'en effrayer parce que ce sauvage les intéresserait sûrement. Jamais Martin Eden n'aurait imaginé le frère de son idole capable d'une telle trahison, étant donné surtout qu'il avait eu la chance de sortir ce frère d'une bagarre dont l'issue menaçait d'être fâcheuse pour lui. Il était donc installé à cette table, à la fois gêné, parce qu'il ne se trouvait pas dans son milieu, et charmé de ce qui se passait autour de lui. Pour la première fois, il comprenait que l'acte de manger pouvait être autre chose qu'une fonction. Il ignorait d'ailleurs ce qu'il mangeait. C'était de la nourriture, voilà tout. Il nourrissait son amour de la beauté à cette table où manger devenait esthétique. Son cerveau bouillonnait. Il entendait des mots qui pour lui n'avaient aucun sens, d'autres qu'il n'avait vus que dans les livres, et que pas une de ses connaissances passées n'aurait été capable de prononcer. Quand il entendait un de ces mots tomber négligemment des lèvres d'un membre de cette extraordinaire famille, sa famille à elle, un frisson délicieux le parcourait. Tout le romanesque, toute la beauté des livres se réalisait. Il se trouvait dans cet état rare et merveilleux où on voit ses rêves se dégager des limbes de la fantaisie et prendre corps. Il se tenait donc à l'arrière-plan. Il écoutait, dégustait et répondait par monosyllabes. « Oui, madame. Non, madame. Non, mademoiselle. Et oui, mademoiselle. » Il avait du mal à ne pas dire comme les marins « Oui, capitaine » au frère, mais il sentait que ce serait donner une preuve de plus d'infériorité. Et que dirait celle qu'il voulait conquérir ? « Bon Dieu, se disait-il, je vaux autant qu'eux, et, s'ils savent un tas de trucs que je ne sais pas, je pourrais leur en apprendre quelques autres dont ils ne se doutent pas. » L'instant d'après, quand elle ou sa mère l'appelait Monsieur Eden, son orgueil agressif s'évanouissait et il exultait de joie. Il était un homme civilisé, qui était ce qu'il était, et dînait côte à côte avec des héros de romans. Lui-même évoluait dans ce roman, et ses faits et gestes seraient un jour imprimés dans un livre. Cependant, tandis qu'il donnait à Arthur un si flagrant démenti en se révélant agneau bêlant et timide,
son cerveau se torturait à élaborer une ligne de conduite, car il n'avait vraiment rien d'un agneau bêlant, et un rôle de second plan ne convenait nullement à sa nature orgueilleuse. Il ne parlait que lorsqu'il le fallait absolument, et alors sa conversation ressemblait à son entrée dans la salle à manger, remplie de chaos et d'arrêts brusques, tandis qu'il fouillait dans son vocabulaire, à la recherche de l'expression exacte. Il hésitait à se servir des mots qu'il savait être justes, mais qu'il craignait de ne pouvoir prononcer convenablement, en écartait d'autres qu'il jugeait grossiers. Mais il était, pendant tout ce temps, oppressé par le sentiment que cette recherche de langage le rendait stupide et l'empêchait d'exprimer sa pensée intime. Son amour de la liberté, également, se cabrait contre la contrainte, celle de la pensée comme celle du carcan qui lui encerclait le cou sous forme de faux col. Et puis, il ne savait pas s'il pouvait tenir le coup. Sa puissance de pensée et de sensibilité était grande, autant qu'était opiniâtre et vif son esprit. Emporté par la spontanéité de ses sensations, il lui arrivait d'oublier où il était, et il finissait par employer son pauvre langage d'antan. À un moment donné, un domestique l'ayant interrompu pour lui offrir d'un plat, il refusa d'un « pouh » emphatique, sonore, qui fit la joie du domestique, celle de la table entière, et le remplit de honte. Mais il se remit aussitôt et expliqua. « C'est un mot kanak qui veut dire « fini ». Il m'est venu tout naturellement. On l'écrit P-A-U. Puis, comme la jeune fille regardait curieusement ses mains, il continua. « Je viens de revenir le long des côtes, sur l'un des courriers du Pacifique. Il était en retard et, dans les ports du Puget Sound, nous avons trimé comme des nègres à embarquer la cargaison du fret mixte. Vous savez ce que c'est? Voilà pourquoi ma peau est arrachée. »« Oh, ce n'est pas ça, » répondit-elle vivement. « Vos mains sont trop petites pour votre corps. » Il rougit, persuadé qu'elle avait découvert en lui une nouvelle tare. « Oui, » dit-il en s'excusant. « Elles ne sont pas assez fortes pour le reste. Avec mes bras et mes épaules, je peux taper comme un bœuf, mais quand je cogne sur la mâchoire de quelqu'un, mes mains s'abîment aussi. » Il regretta cette phrase aussitôt et se dégoûta lui-même. Il avait parlé sans réflexion de choses laides. « C'est bien de votre part d'être venu au secours d'Arthur, comme vous l'avez fait, vous, un étranger, » dit gentiment la jeune fille, en s'apercevant de son embarras, dont elle ignorait la cause d'ailleurs. Il la comprit, et la chaude bouffée de reconnaissance qui l'envahit lui fit encore une fois oublier son langage trop familier. « Ça ne vaut pas la peine d'en parler, » dit-il. « N'importe quel type en aurait fait autant. Cette bande de voyous cherchait la bagarre. Arthur les laissait tranquilles. Ils lui sont tombés dessus. Alors moi, je leur suis rentré dedans. C'est en leur faisant sauter quelques dents que je me suis arraché la peau des mains. Je n'aurais pas voulu manquer ça. Quand j'ai vu... » Il s'arrêta net, la bouche ouverte, conscient de l'abîme qui la séparait de lui et le rendait indigne de respirer le même air qu'elle. Et tandis qu'Arthur, pour la 20e fois, racontait son aventure avec les ivrognes sur le transborder et comment Martin Eden, bondissant à son aide, l'avait secouru, le Martin Eden en question, sourcils froncés, méditait sur son incorrigible vulgarité et réfléchissait une fois de plus au problème ardu de sa tenue vis-à-vis de ces gens-là. Jusqu'alors, il avait certainement gaffé. Il se dit qu'il n'était pas de leur espèce et qu'il était inutile de faire semblant d'en être. Le déguisement ne réussirait pas, et d'ailleurs, toute comédie lui était odieuse. Il ne pouvait pas ne pas être sincère quoi qu'il arrivât. Pour l'instant, il ne parlait pas leur langue, mais cela viendrait un jour. Il y était décidé. Pour le moment, il fallait parler, quitte à parler sa langue à lui, mise au diapason, bien entendu, de leur compréhension et assagie de façon à ne pas les choquer. Et puis, il n'aurait pas l'air, même tacitement, de connaître des choses qui lui étaient totalement inconnues. En foi de quoi, les deux frères, en parlant de leurs études, employèrent à plusieurs reprises le mot « trigo ». Martin Eden leur demanda. « Trigo ? Qu'est-ce que c'est ?»« Trigonométrie », répondit Norman. « Une forme supérieure de maths. »
Et qu'est-ce que maths ? Les mathématiques, l'arithmétique, répondit Norman en riant. Martin hocha la tête. Il entrevoyait des horizons de science infinie, illimités, et cette pensée devenait tangible, car son anormale puissance de vision lui faisait concrétiser les choses les plus abstraites. Métamorphosé par son cerveau bouillonnant, trigonométrie, mathématiques et tout le vaste champ de savoir qu'elle comportait se changèrent en autant de paysages. Il voyait des clairières doucement lumineuses, des échappées de feuillages frais brutalement traversées par les raies d'un soleil ardent. Dans le lointain, l'horizon se perdait dans un brouillard de pourpre. Mais, et il en était certain, derrière ce brouillard de pourpre habitait l'inconnu merveilleux, aux attraits enchanteurs. Il se sentit comme enivré, car là était l'aventure à tenter, le monde à conquérir, et du fond de lui-même une pensée fulgura. Devenir digne d'elle, le conquérir, ce lys pâle qui se trouvait à ses côtés. La vision féerique fut dissipée par Arthur qui, toute la soirée, s'était efforcé de montrer l'homme sauvage à son avantage. Martin se rappela sa décision. Pour la première fois, il se montra tel qu'il était, avec effort d'abord. Mais bientôt, il s'oublia lui-même, en remarquant combien sa façon de raconter plaisait à son auditoire. Il avait fait partie de l'équipage du contrebandier Alcyone, lors de sa capture par un cotre des douanes. Et il sut leur faire voir ce que ses yeux avaient vu. Il évoqua la grande mer violente, les bateaux, les marins, avec une telle puissance qu'il leur sembla y être avec lui. D'une touche d'artiste, il choisissait les détails à mettre en valeur, l'image claire, saisissante, et leur donnait ensuite une couleur et une lumière si vivantes que ses auditeurs étaient emportés par son éloquence irrésistible, son enthousiasme et son pouvoir d'évocation. À certains moments, il les choquait par la crudité, le réalisme de sa parole, mais toujours la brutalité s'accompagnait de beauté, et souvent le tragique se tempérait d'humour quand il racontait les étranges saillies et les boutades des matelots. Et tandis qu'il parlait, la jeune fille ne cessait de le regarder, étonnée. Elle s'animait à cette flamme. Il lui prenait envie de se pencher vers cet homme bouillonnant qui projetait de la force, de la santé, une inépuisable vigueur. Elle se sentait irrésistiblement poussée vers lui. D'autre part, un sentiment contraire la retenait. Ses mains abîmées, tellement encrassées par le travail que toute la souillure du labeur journalier semblait s'y être incrustée, lui causaient une violente répulsion, ainsi que la striure de sa nuque et ses muscles saillants. Sa rudesse l'effrayait, la crudité de son langage insultait son oreille, les épisodes mouvementés de sa vie insultaient son âme. Et cependant, l'attirance subsistait malgré tout, si bien qu'elle l'imagina doué d'une puissance mauvaise. Tout ce qui était le plus solidement édifié dans son cerveau, tout un monde de conventions sociales, chancelait, battu par le souffle héroïque du romanesque et de l'aventure. Devant ses dangers quotidiens et sa constante gaieté, la vie n'était plus un effort et une contrainte. Elle devenait un jouet fait pour s'amuser, pour jouer à pile ou face, et pour être jeté ensuite, négligemment. « Donc, amuse-toi !» lui criait une voix intérieure. « Penche-toi vers lui, puisque ça te plaît, et pose tes deux mains sur sa nuque. » La hardiesse de cette pensée faillit la faire crier tout haut. En vain elle fit appel à sa propre culture, à son raffinement, opposant tout ce qu'elle valait à tout ce qu'il ne valait pas. Autour d'elle, les autres le dévoraient des yeux. Elle aurait désespéré si elle n'avait pas vu de la terreur dans les regards de sa mère. De la terreur admirative, soit, mais de la terreur quand même. Oui, cet homme venu des ténèbres était un être démoniaque. Sa mère le sentait, et sa mère avait raison. Elle se confierait à elle, en ceci comme en toute chose. La flamme cessa aussitôt de la brûler, et elle cessa de le craindre. Plus tard, au piano, elle joua pour lui, contre lui, pour ainsi dire, agressive, avec la vague intention d'agrandir l'infranchissable abîme qui les séparait. Elle lui assénait sa musique, brutalement, comme à coups de gourdin. Mais, s'il en fut étourdi, presque écrasé, il n'en fut que plus surexcité. Avec une stupeur respectueuse,
il la contemplait. Certes, dans son esprit aussi, l'abîme s'élargissait, mais plus vite encore montait en lui l'ambition de le franchir. Il était d'ailleurs d'une sensibilité trop complexe pour contempler cet abîme toute une soirée, surtout en écoutant de la musique. Il y était remarquablement sensible. Comme un alcool, elle s'emparait de son imagination, enflammait ses sens et l'emportait au-delà des hideurs de la vie, dans un infini vaporeux où son esprit volait. La musique qu'elle jouait, il ne la comprenait pas. Elle ne pouvait se comparer au vacarme du piano des bals publics, ni aux bruyants orphéons de village qu'il avait entendus. Ses lectures lui avaient vaguement fait pressentir l'existence de ce genre de musique. Il l'écoutait religieusement, content d'abord des motifs simples et faciles, surpris ensuite quand ces motifs s'arrêtaient. Au moment précis où il en avait compris le rythme et où son imagination s'envolait à leur suite, un chaos de sons les engloutissait, et son imagination, découragée, retombait lourdement sur la terre. Un instant, il crut que tout cela était fait exprès pour le rebuter. Il se rendit compte de l'antagonisme qu'elle provoquait et s'efforça de deviner le langage des mains sur le clavier. Puis, cette idée lui paraissant impossible, indigne d'elle, il la chassa et se laissa charmer par la musique. De nouveau son esprit s'envola, libéré de son enveloppe charnelle. Devant ses yeux, et au-delà, resplendissait une triomphale lumière. L'entourage extérieur disparut, et il partit vers les mondes inconnus. Il vit des rives étranges inondées de soleil, des campements sauvages et inexplorés, s'enivra de l'arôme épicé des îles, tel qu'il l'avait respiré, certaines nuits brûlantes en mer. Il longea des côtes désertiques par des après-midi tropicaux et, du miroitement des flots turquoises, émergeaient des îles de corail couronnées de palmes. Les images se succédaient à un rythme accéléré. Tantôt il montait un cheval sauvage et galopait à travers un désert féerique. L'instant d'après, du sommet d'une montagne, il contemplait, sous une chaude lumière papillotante, le sépulcre blanchi de la vallée de la mort. Ou bien il ramait sur l'océan Arctique, parmi les grandes banquises étincelantes au soleil. Ou encore il se revoyait, par une chaude nuit de parfums voluptueux, couché sur le sable satiné d'une plage bordée de cocotiers. À la lueur fantastiquement bleue d'une épave en flammes, les hulas dansaient sur des airs de chants d'amour barbares au son des cliquetants ukulélés et de sonores tam-tams. À l'horizon, un volcan se profilait contre le ciel étoile. Au-dessus de lui brûlait un pâle croissant de lune, et tout là-bas, la croix du Sud. Il vibrait comme une harpe. Les échos de sa vie passée en étaient les cordes. Le flot des mélodies qui passaient comme une brise à travers les cordes en faisait chanter les souvenirs et les rêves. La sensation ne le possédait pas uniquement. Elle revêtait des formes, des couleurs, des rayonnements, et les ardeurs de son esprit se contredisaient d'une façon magique. Le passé, le présent, l'avenir se confondaient. Il voguait par-delà les vastes mondes, à travers aventures et nobles actions. Il voguait vers elle. Puis avec elle, conquise, il la saisissait dans ses bras et continuait son vol, emporté par sa fantaisie triomphante. À la dérobée, elle le regarda, et vit quelque chose de tout cela sur son visage transfiguré, où les grands yeux rayonnants semblaient voir bien au-delà de ce qu'elle jouait, la course et le bondissement de la vie, et tous les rêves merveilleux de l'imagination. Elle fut saisie. Le rustre, le marin vulgaire avait disparu. Bien que les vêtements mal coupés, les mains abîmées fussent toujours là. Mais il semblait être le déguisement terrestre d'une grande âme, condamnée au silence par la faute de ses lèvres inhabiles. En un éclair, elle vit tout cela. Puis le rustre reparut à ses yeux. Et elle se moqua d'elle-même. Cependant, l'impression de ce bref éclair lui resta, et quand Martin Eden effectua son départ, aussi maladroit que son arrivée, elle lui prêta 2 volumes de Swinburne et de Browning. Elle étudiait Browning en ce moment. Debout devant la jeune fille, tout rouge et balbutiant ses remerciements, il avait tellement l'air d'un grand enfant timide
qu'une onde de pitié maternelle l'envahit. Elle oublia le rustre, la grande âme déguisée, l'homme dont les regards avides l'avaient effrayée et ravie. Elle ne vit plus qu'un enfant qui lui serrait la main d'une poigne calleuse, aussi dure qu'une râpe, et qui disait maladroitement « La meilleure soirée de ma vie. Je ne suis pas habitué à ce genre de choses, vous comprenez. » Il regarda autour de lui comme pour appeler à l'aide. « À des gens comme vous autres, et à des maisons comme celle-ci. Tout ça est nouveau et ça me plaît. »« J'espère que vous reviendrez, » dit-elle, pendant qu'il prenait congé de ses frères. Il enfonça sa casquette sur sa tête, gagna précipitamment la porte et disparut. « Eh bien, que penses-tu de lui ?» questionna Arthur. « Tout ce qu'il y a de plus intéressant. Une bouffée d'ozone, répondit-elle. Quel âge a-t-il ? 20 ans. Près de 21. Je le lui ai demandé cet après-midi. Je ne le croyais pas si jeune. Et moi, j'ai 3 ans de plus, se dit-elle en embrassant ses frères. Chapitre 3. En descendant l'escalier, Martin Eden mit sa main dans sa poche. Il en sortit une feuille de papier de riz brun, une pincée de tabac mexicain et roula une cigarette. Il tira la première bouffée en avalant la fumée et la rejeta lentement avec volupté. « Bon Dieu !» s'écria-t-il, d'un ton de respectueuse admiration. Et plus bas, il répéta 2 fois encore. « Bon Dieu ! Bon Dieu !» Puis il arracha son col empesé et le fourra dans sa poche. Une bruine glacée tombait, mais il se découvrit et déboutonna son veston avec une parfaite insouciance. S'apercevait-il seulement de la pluie ? Il marchait comme dans un rêve, revivant ses dernières extases et les heures qu'il venait de passer. Enfin il l'avait rencontrée. La femme. Celle à laquelle il avait peu pensé, car il pensait peu aux femmes, mais qu'il avait attendue, inconsciemment peut-être, et qui devait venir. Il l'avait eue à côté de lui à table, avait serré sa main. Il avait vu dans ses regards le reflet d'une âme splendide, aussi belle que les yeux qui la reflétaient, aussi belle que la chair qui l'incarnait. Il ne pensait d'ailleurs pas à cette chair comme à celle des autres femmes. Pourtant, jusqu'alors son intérêt pour les femmes se bornait à ça. Celles-ci étaient d'essence différente, devaient échapper aux maux et aux fragilités humaines. Ce corps était mieux que la gaine de son âme. C'était l'émanation même de cette âme, une gracieuse et pure cristallisation de son essence divine. Ce sentiment du divin le saisit d'abord, puis rappela son esprit troublé à des réflexions plus calmes. Cette perception du divin ne l'avait jamais frappé. Il avait toujours été incroyant et se moquait gaiement des bigots et de l'immortalité de leur âme. Il n'y avait pas de vie future, avait-il décidé. Il fallait vivre et bien vivre, et puis sombrer dans le néant. Mais dans les yeux de cette femme, il avait vu une âme impérissable. Personne, jamais, ne lui avait donné cette impression-là, et il l'avait eue dès la première rencontre de leurs regards. En marchant, il ne cessait de voir son visage, pâle et sérieux, doux et délicat, souriant avec une pitié et une tendresse immatérielles, et pure. Il n'aurait jamais pu imaginer qu'une telle pureté existât. Cette pureté le frappait plus que tout le reste. Il avait rencontré du vice et de la bonté, mais de la pureté, jamais. Et il l'ignorait totalement. À présent, il concevait la pureté comme le superlatif de la bonté et de la propreté morale, comme l'essence même de la vie éternelle. Et il ambitionna aussitôt d'acquérir la vie éternelle. Évidemment, il n'était pas digne de dénouer les cordons de ses souliers. C'était même un coup de chance inouï d'être arrivé à la connaître, à l'approcher, à lui parler ce soir-là. C'était un accident qu'il n'avait pas amené et qu'il ne méritait pas. Envahi d'une sorte d'humilité religieuse, plein d'abattement et de dégoût de lui-même, il sentait profondément le poids de ses péchés. Mais, tel le pécheur qui se prosterne devant le tribunal de la pénitence, entrevoit, du fond de son humble détresse, l'espoir d'un au-delà radieux, lui ne concevait le suprême salut
que par la conquête de cette femme. Cette conquête, d'ailleurs, demeurait irréelle, nébuleuse, totalement différente du sens qu'il y attachait généralement. Emporté par son ambitieuse fantaisie, il se voyait, planant avec elle, dans les hauteurs spirituelles, communiant aux mêmes sources d'art et de beauté. Son rêve n'allait pas au-delà d'une possession d'âme absolument éthérée, d'une amitié cérébrale qu'il ne savait lui-même définir. Il était hors d'état de définir quoi que ce fût en ce moment. La sensation triomphait du raisonnement. Il palpitait d'émotions inconnues et s'abandonnait délicieusement au flot d'impressions nouvelles qui l'emportaient vers d'inaccessibles sommets. Il titubait comme un homme ivre, en murmurant avec ferveur « Bon Dieu, bon Dieu !» Au coin d'une rue, un sergent de ville le regardait venir et, d'un œil méfiant, observait sa démarche incertaine. « Où c'est que tu t'es saoulé comme ça ?» questionna-t-il. Martin Eden revint sur terre. Sa nature s'adaptait immédiatement aux circonstances, et ce fut le Martin Eden habituel qui répondit en riant au sergent de ville. « C'est du propre, hein? Et j'ignorais que je faisais des discours tout haut. Ouais, et tout à l'heure tu chanteras, » diagnostiqua l'agent. « Non, pas de danger. Donnez-moi du feu, et je vais tâcher d'attraper le dernier tram. » Il alluma sa cigarette, remercia et poursuivit son chemin en grognant. « Non, mais des fois. Le flic qui me croyait saoul. » Il sourit et réfléchit un instant. « J'aurais jamais pensé qu'une femme vous mette dans un état pareil. » Il monta dans le tram de Berkeley. Il était bondé de jeunes gens qui braillaient des chansons et des refrains de collège. Martin les étudia avec curiosité. C'étaient des universitaires. Ils allaient évidemment à la même université qu'elle, étaient du même milieu social, la connaissaient peut-être, pouvaient à leur gré la voir tous les jours. Alors pourquoi, ce soir, était-il dans ce tram, au lieu d'être auprès d'elle, à l'entourer d'une respectueuse adoration? Il remarqua un jeune homme aux petits yeux bridés, à la lèvre pendante. Un vicieux, sûrement, se dit-il. À bord, ce serait le fouineur, le géniard, le mouchard de l'équipage. Lui, Martin Eden, était un autre gars que celui-là. Cette pensée lui fit plaisir, parce qu'elle semblait le rapprocher d'elle. Et il poursuivit sa comparaison. À mesure qu'il regardait les étudiants, il se rendait compte du beau mécanisme de son corps et de sa supériorité physique. Oui, mais leur cerveau bourré de science leur permettait de parler la même langue qu'elle, et cette idée le déprima. Mais à quoi sert le cerveau? Ce qu'ils avaient fait, ils pouvaient le faire. Ils avaient appris la vie dans les livres, et lui l'avait vécue. Son cerveau contenait tout autant de choses que le leur, des choses différentes, voilà tout. Combien d'entre eux sauraient nouer un garant, prendre la barre ou faire le point? Sa vie se développait devant lui en tableau, aventure, danger, travail éreintant, coups d'audace désespérés. Il se rappelait ses maladresses du début, toutes les avanies subies. C'était mieux ainsi d'ailleurs. Ceux-ci allaient vivre à leur tour et manger de la vache enragée. Parfait. Lui, pendant ce temps, apprendrait la vie dans les livres. Tandis que le tram traversait la zone clairsemée de masures lamentables qui sépare Auckland de Berkeley, il guettait l'immeuble familier à 2 étages dont la façade s'énorgueillissait de cette enseigne. Denrées alimentaires, maison Higginbotham. Arrivé là, il descendit et contempla l'enseigne un instant. Elle renfermait pour lui une profonde signification. Des lettres elles-mêmes semblaient émaner tout un monde de mesquinerie, d'égoïsme et de basse hypocrisie. Bernard Higginbotham était le mari de sa sœur, et il le connaissait bien. Avec son passe-partout, il ouvrit la porte et grimpa au 1er étage, où habitait son beau-frère. L'épicerie était en bas. Un relent de vieux légumes flottait dans l'air. En tâtonnant à travers le vestibule, il buta dans une voiture de poupée qu'un de ses nombreux neveux avait abandonnée là et l'envoya rouler à grand bruit contre la porte. « Quel vieux grippe-sou !» se dit-il. « Ça refuse de brûler 200 de gaz pour empêcher que ces pensionnaires ne se cassent le cou. » En tâtonnant encore,
il tourna le bouton et entra dans une pièce éclairée, où étaient assis sa sœur et Bernard Higginbotham. Elle raccommodait un pantalon, et lui, répandu sur 2 chaises, des savates en tapisserie éculées pendillant au bout de ses pieds, lisait un journal. Il leva ses yeux noirs, perçants et faux, et Martin Eden, comme toujours, éprouva un sentiment de répulsion. Qu'est-ce que sa sœur avait bien pu trouver chez cet homme? Il lui faisait l'effet d'une vermine qu'il avait envie d'écraser sous son pied. Un de ces jours, je lui casserai la figure, se disait-il souvent pour se faire patienter. Les yeux de Fouine, cruels et bordés de rouge, le regardaient avec reproche. « Eh bien, demanda Martin, qu'est-ce qu'il y a ? » « J'ai fait repeindre cette porte la semaine dernière, j'ai mis M. Higginbotham. Et tu sais les prix du syndicat. Tu devrais faire attention. » Martin eut envie de répondre, mais il se tut, sachant combien c'était inutile. Il regarda le chromo qui ornait le mur et fut frappé de sa monstrueuse vulgarité. Jusqu'alors, il lui avait plu, mais il lui parut qu'il le voyait pour la première fois. C'était misérable, comme d'ailleurs tout dans cette maison. Et sa pensée revint à l'intérieur qu'il venait de quitter. Il revit les tableaux d'abord, elle ensuite, et la douceur attendrie de son adieu. Il oublia complètement où il se trouvait et l'existence même de Bernard Higginbotham, jusqu'au moment où cet individu l'interpella. « Qu'est-ce que tu vois ? Un fantôme ?» Martin revit les yeux de méchants rongeurs ricanants, peureux, cruels, puis se les représenta aussitôt tels qu'ils étaient, en bas, au comptoir, serviles, doucereux, flatteurs. « Oui, répondit-il, j'ai vu un fantôme. »« Bonsoir, Gertrude. » Il fit demi-tour vivement et se prit les pieds dans l'ourlet déchiré du tapis malpropre. « Ne tape pas la porte, recommanda M. Higginbotham. Il rougit de colère, mais se contint et ferma doucement la porte derrière lui. Exultant de joie mauvaise, M. Higginbotham se tourna vers sa femme. « Il a bu, grogna-t-il avec emphase. Je te l'avais dit qu'il boirait. » Elle hocha la tête avec résignation en concédant. Ses yeux étaient bien brillants, et il n'avait plus le col qu'il avait en partant. Je l'ai vu. Mais il n'a peut-être pas bu plus de 2 ou 3 verres. Il tenait à peine sur ses jambes, affirma le mari. Je l'ai observé. Il n'a pas pu traverser la chambre sans trébucher. Tu l'as bien entendu dans le vestibule. Il a failli tomber. Ça devait être par-dessus la voiture d'Alice, répondit-elle. Il ne l'a pas vu dans le noir. Monsieur Higginbotham éleva la voix, et sa colère monta en même temps. Toute la journée, il prenait sur lui, dans la boutique, et réservait pour les soirées familiales le privilège de se montrer tel qu'il était. « Je te dis que ton charmant frère était ivre. » Sa voix froide, incisive, martelait les mots avec la netteté coupante d'un emporte-pièce. Sa femme soupira et se tut. C'était une femme corpulente, débraillée, qui semblait éternellement fatiguée du poids de son corps, de son travail et de son mari. « Il tient ça de son père, je te dis, » poursuivit M. Higginbotham. « Et il finira dans le ruisseau comme lui, tu verras. » Elle fit oui de la tête, soupira et continua de coudre. Martin Eden était rentré ivre, c'était entendu. Si leur âme avait été capable de comprendre la beauté, n'aurait-il pas vu, dans ses yeux rayonnants, sur tout ce visage ardent, le signe évident du premier amour ? « Un joli exemple pour les enfants !» grogna subitement M. Higginbotham, après un silence dont il voulut à sa femme. Il aurait préféré quelquefois être contredit davantage. « S'il recommence, je le mets dehors. Compris ? Je ne tolérerai plus ça. Débaucher de pauvres innocents par le spectacle de ces saouleries. » M. Higginbotham aimait ce mot « débaucher », glané dans un journal et nouvellement ajouté à son vocabulaire. « C'est bien ça. Il n'y a pas d'autre mot. Il les débauche. » Sa femme soupira encore, secoua tristement la tête et continua sa couture. M. Higginbotham reprit sa lecture. « Est-ce qu'il a payé sa pension de la semaine dernière ?» lança-t-il par-dessus son journal.
Elle fit signe que oui, et ajouta « Il a encore un peu d'argent. » Quand reprend-il la mère ? Quand sa paye sera dépensée, je suppose, répondit-elle. Il a été hier à San Francisco pour se faire embaucher. Mais il a encore de l'argent, et il est difficile pour le choix d'un bateau. Il n'y a rien de tel qu'un pouilleux pour faire des manières, grogna M. Higginbotham. Ça lui va bien de faire le difficile. Il a parlé d'un schooner qui se prépare à partir pour un pays perdu à la recherche d'un trésor. Il partirait dessus si son argent dure jusque-là. Si seulement il voulait se ranger. Je l'emploierais ici, à conduire la voiture, dit le mari sans aucune bienveillance. Tom s'en va. La femme eut un regard à la fois interrogateur et anxieux. Il s'en va ce soir. Il entre chez Carruthers. Qui lui donne davantage. Je te l'avais dit qu'il s'en irait, s'écria-t-elle. Il valait plus que ce que tu ne lui donnais. Écoute, ma vieille, rugit Higginbotham, menaçant. Je t'ai déjà dit 100 fois de ne pas fourrer ton nez dans mes affaires. Je ne te le répéterai pas. Ça m'est égal, larmoya-t-elle. Tom était un bon garçon. Son mari la foudroya du regard. Voilà qui était de la dernière insolence. Si ton espèce de frère n'était pas impropre à rien, il pourrait conduire la voiture, siffla-t-il. Il paye sa pension tout comme un autre, répliqua-t-elle. C'est mon frère, d'abord, et tant qu'il ne te doit pas d'argent, tu n'as pas le droit de l'insulter tout le temps. J'ai tout de même un cœur, bien que je sois ta femme depuis 7 ans. Lui as-tu dit qu'il payerait son gaz s'il continue à lire dans son lit ? Madame Higginbotham ne répondit pas. Sa révolte était passée, vaincue par sa chair fatiguée, et le mari triomphait. Il avait le dessus. Ses yeux clignaient vicieusement, tandis qu'il se réjouissait d'être arrivé à la faire pleurer. Il éprouvait un grand bonheur à lui fermer son caquet, et elle marchait facilement maintenant, bien mieux qu'au début de leur mariage, avant que ses nombreuses maternités et les continuelles taquineries de son mari n'aient entamé son énergie. « Tu lui diras demain. Voilà tout, dit-il. Et pendant que j'y pense, il faudra faire chercher Marianne demain pour garder les enfants. Tom parti, je serai dehors toute la journée avec la voiture. Et tu peux te préparer à rester au comptoir, en bas. Mais demain, c'est jour de lessive, dit-elle faiblement. Tu te lèveras de bonne heure et tu laveras avant. Je ne partirai pas avant 10 heures. Et, dépliant rageusement son journal, il continua sa lecture.